Oui, mais moi, je suis candidat déjà à l'élection présidentielle de 2024. Il y aura deux axes. La plateforme va mobiliser les Sénégalais sous différentes formes. Ils présenteront le plan d'action bientôt, mais comme je dis, ce ne sera pas différent de tout ce qu'on a fait en 2012, 2011, 2012. Moi, pour ce qui me concerne, j'ai un programme de candidat que je vais... Vous êtes déjà déclarée candidate. Qu'est-ce que vous avez comme alternative à proposer aux Sénégalais? Parce que votre destin est comme lié à ce pays. Mais évidemment, c'est mon choix. Hein. J'avais eu plusieurs offres pour aller travailler aux Nations Unies, où le climat est plus calme. Où Macky Sall est allé vous chercher, voilà, justement. Donc, où il n'est pas allé me chercher. Je suis venu lui proposer ma collaboration et mon soutien. C'est ça la vérité. Donc c'était un acte volontaire, c'était un acte militant, voilà, conscient, et je n'ai aucun regret d'ailleurs par rapport à ça. Alors, sur votre question, pour moi, le centre de mon programme, c'est vraiment la création massive d'emplois à travers l'industrialisation. Et ça, c'est un programme qui devrait intéresser toute l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, si elle est en retard, c'est parce qu'elle a raté sa révolution industrielle et que depuis lors, il n'y a pas eu une priorité pour nous industrialiser. Pour faire simple, si vous regardez dans la vie quotidienne des Africains, tout ce qu'ils utilisent est produit hors de l'Afrique. Tout. Ça va des cuillères avec lesquelles on mange, des assiettes sur lesquelles on mange, des chaussures que nous portons. Mais comment vous voulez créer des emplois dans de telles conditions? Donc, il faut vraiment que l'industrialisation soit au cœur voilà, de la prochaine politique du prochain président. En tout cas, c'est ce que je suggère. Mais comment on va le faire? En nous appuyant sur les différents secteurs. Vous avez le secteur de l'agriculture qui est le secteur numéro 1. Du point de vue de sa contribution à la production intérieure brute. C'est valable pour le Sénégal, pour le Nigeria ou pour le Bénin. Il faut justement que l'on modernise notre agriculture et de manière accélérée. Mais pas seulement la moderniser parce qu'on ne peut pas cultiver comme les grands-pères, là, vous n'allez attirer aucun avec jeune. La pénibilité, voilà, la daba, la houe, ça relève du Moyen-Âge, ce n'est plus possible. Et puis vous n'attirerez pas les jeunes parce que la pénibilité est excessive et le gain est très réduit. Donc ça suppose voilà, une machinisation de l'agriculture, mais ça suppose surtout qu'on détermine des chaînes de valeur. On va prendre l'exemple de l'agriculture, de l'arachide, qui est notre premier produit agricole au Sénégal. Mais vous avez plus de 300 produits dérivés de l'arachide. C'est connu. Vous pouvez même faire de l'électricité avec la tourbe d'arachide. Vous pouvez avoir des produits cosmétiques, vous pouvez avoir du cordage, c'est important puisqu'on a des porcs, etc., etc., etc. Mais voilà, personne ne s'y intéresse et rien n'est fait. C'est juste des annonces, des effets d'annonce. C'est valable pour la pêche, qui est aussi un secteur qui occupe plus de 600 000 Sénégalais. On pêche, on vend. Mais tout ce qui est transformation, c'est d'autres qui le font. On sait qu'on peut faire de la farine, ce qui est extrêmement important. Il y a beaucoup de produits dérivés que l'on pourrait faire, de la conserverie, etc. Mais cela, il n'y a aucun mécanisme qui permet de faire émerger des entreprises dans cette chaîne de valeur que constitue la pêche. Troisième secteur, c'est l'élevage. Il y a 3 grands secteurs au Sénégal. Et pareil, bon, il y a un début d'industrialisation, mais on est très, très, très loin du compte. On importe beaucoup plus de lait en poudre qu'on ne consomme le lait local. C'est quand même un paradoxe. Lequel lait n'est même pas de très bonne qualité. Parce que tout ce qu'on envoie en Afrique, c'est la dernière qualité qu'on envoie sur nos marchés. Donc ça, pour moi, c'est le cœur du programme. Mais ça a des dérivés, bien sûr. Parce que si vous voulez industrialiser, il faut former la main-d'œuvre. Il faut reformer notre système éducatif. Il faut aller vers plus de formation technologique, technique, pour avoir la main-d'œuvre qu'il faut. Il faut renforcer notre secteur informel. De la formation, de l'acquisition d'outils modernes, d'accès au crédit pour des fonds de roulement, pour faire tout cela. Il faut mettre en place des mécanismes financiers pour le faire. Par exemple, de proposer une banque du secteur informel, de proposer la banque des femmes. Et c'est possible, parce qu'on a mis tellement de fonds dans les programmes de femmes, mais sans stratégie, sans structuration, et finalement, c'est perçu comme des fonds politiques. Ces mécanismes-là nous permettraient, à mon avis, de rapidement créer massivement des emplois, parce que c'est ce qu'il faut. Il faut éradiquer la pauvreté en Afrique. Ça doit être l'objectif central. Mais vous ne pouvez pas le faire seulement par des programmes sociaux. Il faut le faire en créant de la richesse.
on va devenir un pays producteur de gaz et de pétrole, plus de gaz que de pétrole. Il y a ce qu'on appelle le contenu local. Il va falloir de la logistique, il va falloir mettre en place des pipelines, il va falloir transporter des équipes, etc. Donc tout ça, il faut que ça se décline en termes de formation, d'appui aux petites entreprises, parce qu'il faut comprendre que le développement, c'est à partir de la base des petites et moyennes entreprises. C'est pas les grandes entreprises qui sont là continueront à faire ce qu'elles ont à faire. Mais sur 63 ans, on voit bien que leur impact sur la réduction de la pauvreté est extrêmement faible. On le voit bien. Et c'est souvent des entreprises étrangères qui rapatrient rapidement les profits et les autres. Moi, je considère qu'en Afrique, il faut qu'on revienne à notre organisation de base, qui nous a fait survivre jusqu'à présent, c'est le développement communautaire. Donc, il faut réorganiser nos États pour que tout parte de la base vers le haut. Aujourd'hui, on a maintenu le système colonial. Le gouverneur général, c'est nos présidents. Les commandants de cercle, ce sont nos gouverneurs et nos préfets. On n'a pas fait beaucoup d'efforts en réalité. Or, à mon avis, il faut qu'on parte de ce qui existe en tout cas au Sénégal, mais personne ne s'en occupe, c'est les conseils de quartier, les conseils de village, et que les plans de développement soient à ce niveau-là. Au niveau d'un quartier, vous pouvez savoir combien de jeunes vous devez former, vous devez savoir combien de femmes sont organisées en groupement économique, vous pouvez savoir quel est l'état des écoles dans le quartier, etc., etc. Et c'est à partir de là qu'il faut impulser le développement. Évidemment, l'État sera là pour accompagner, parce qu'il y a les sous-préfets, il y a les services déconcentrés de l'État. Mais l'objectif central, c'est vraiment d'éliminer définitivement la pauvreté en Afrique. Et c'est possible. On ne peut pas être le continent le plus riche et être en même temps le plus pauvre. Ça veut dire qu'il y a quelque part une incapacité de nos dirigeants à régler cette question-là. Donc voilà l'ambition que j'ai, qui est une grande ambition, mais qui est réalisable. Moi, je pense qu'elle est tout à fait réalisable. On voit des pays qui font des progrès importants, mais il faut accélérer ce progrès-là. Et pour l'accélérer, à mon avis, il faut partir de là où habitent les Sénégalais, les Africains. Ils sont dans les quartiers, il faut les y organiser. Il faut avoir des coopératives de production au niveau des quartiers. Il faut que les quartiers collaborent entre eux, évidemment. Et tout cela, à mon avis, est possible. Mais, évidemment, la question de la gouvernance, elle est centrale. Une bonne gouvernance, elle est centrale. C'est un de nos problèmes, soit au Sénégal ou en Afrique d'une manière générale, la gestion des ressources publiques. Et pour cela, j'ai également des propositions. Nous avons l'inspection générale d'État qui est sous le coude du président de la République parce que c'est logé à la présidence. Il faut les libérer. Il faut les libérer. Il faut les affecter dans les différents ministères pour qu'ils puissent contrôler au préalable, pas a posteriori. Parce que, après, il faut faire les deux. Mais au moins au préalable pour empêcher la fuite illégale de l'argent public. La validité de la dépense, l'effectivité de la dépense, la pertinence de la dépense, tout ça devrait être contrôlé et ça devrait être un préalable pour le ministre. Mais si c'est le ministre qui recrute son inspecteur, ça n'a plus de sens. Voilà. Donc il y a des propositions très concrètes que je souhaiterais faire pour que vraiment l'argent public soit exclusivement concentré à régler les besoins des populations. Les femmes, c'est 51% de la population. Je pense que les investissements en direction des femmes n'ont jamais été stratégiques, sont relativement désorganisés. Voilà, les Nana Benz importent toujours le tissu en Hollande pour venir le vendre. Mais elles auraient dû être, au moment où on parle, des capitaines d'industrie textile. C'est ça qui doit être le projet, à mon avis. Donc, il faut vraiment qu'on ait des ambitions exponentielles. Et pour cela, on est prêt à parler aux Sénégalais et à leur proposer notre programme. Tout ça avec Mimi Touré présidente, la première femme présidente du Sénégal? Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Parce que ce n'est pas une histoire d'homme ou de femme en réalité. C'est une histoire de capacité, c'est une histoire de vision, c'est une histoire... j'ai été Premier ministre, donc le prochain échelon qui reste, c'est celui de président de la République. Mais nous irons avec détermination à la rencontre de nos concitoyens, leur proposer notre programme. C'est tout à fait possible. Vous avez eu une femme au Libéria. Je pense que les Libériens peuvent le faire, les Sénégalais aussi peuvent le faire. Vous êtes confiante en tout cas, et oui, ça se sent. Absolument. Alors, dernière question, Madame Touré, on connaît également votre positionnement par rapport aux questions internationales et surtout les rapports entre l'Afrique et les grandes puissances.
on vous entend régulièrement dire qu'il faut que les grandes puissances commencent à respecter l'Afrique, à prendre en compte ses aspirations parce que la population montante, elle est majoritairement jeune et que ce discours qui a été servi aux anciennes générations, ce discours, il ne passe plus auprès de cette jeunesse, de cette écrasante jeunesse. Alors, aujourd'hui, comment pensez-vous que l'Afrique doit redéfinir ses relations avec ces grandes puissances pour pouvoir tirer intérêt, pour pouvoir tirer profit de ces relations? Parce que de 60 à nos jours, on a vu ce que ça a produit en termes de résultats, alors que l'Afrique, elle est tout à fait disponible pour les grandes puissances, mais en retour, on n'a pas ce qu'il faut. Oui, il faut voir la question sous deux angles. D'abord, il faut que nos dirigeants respectent leur propre population. Parce qu'il y a un discours aussi nationaliste frelaté, c'est comme ça que je l'appelle. Vous opprimez vos populations, vous portez atteinte aux droits démocratiques de vos populations, mais en même temps, vous critiquez l'Occident. C'est devenu aussi une stratégie, disons, de beaucoup de nos chefs d'État. Je pense qu'il faut ancrer d'abord la démocratie au sein de nos pays. C'est important. Parce que quand vous violez les droits démocratiques de votre propre pays, vous êtes mal positionné pour parler à l'international. C'est ça également la question. Moi, je considère qu'il faut que l'Afrique d'abord commence à commercer avec elle-même. Je pense que la question économique, elle est centrale. Comme je l'ai dit, on ne peut pas être le continent le plus riche du monde et être en même temps le plus pauvre. Il y a un problème, fondamentalement. Et ce problème-là, il est d'abord interne. Moi, je pense que les ambitions, elles doivent être au niveau interne. Et ensuite, il faut exiger et imposer une redéfinition des rapports commerciaux. D'autant plus que, peut-être par le passé, nos pères, nos papas, parce que c'était essentiellement des hommes, n'avaient pas, disons, beaucoup d'opportunités. Parce que les pays développés, c'était l'Occident et les États-Unis. Et comme ils étaient ensemble, c'était difficile. Maintenant, vous avez plusieurs opportunités de partenariat. Vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez le Brésil, vous avez même le Nigeria. Donc maintenant, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec des accords avec tel pays, vous avez le choix d'aller voir d'autres. Donc pour l'Afrique, c'est une nouvelle opportunité. Les opportunités sont ouvertes. Deuxièmement, il faut qu'on sache que l'Afrique ne commerce pas avec l'Afrique. Moi, je crois fondamentalement à l'autodéveloppement. Le développement, on ne l'importe pas pour l'amener dans nos pays. On ne commerce entre nous qu'à hauteur de 12%. 12%. Alors, qu'en Europe, c'est du 80%, en Asie, c'est du 70%. Peut-être que c'est dû aux accords de partenariat économique qui demandent à l'Afrique d'ouvrir ses marchés. Oui, mais on sera obligé d'ouvrir nos marchés, mais dans quelles conditions? La Chine avait ouvert ses marchés parce qu'on a besoin d'apports de capitaux. Mais il faut définir les termes. La Chine, quand elle a ouvert ses marchés, elle a imposé le transfert de technologie, elle a imposé la coproduction ensemble. Voilà, 3 décennies après, elle domine le monde. Donc je crois que c'est à nous, Africains, d'avoir confiance en nous-mêmes, de nous respecter nous-mêmes. Mais comme je l'ai dit, si vous violez les droits de vos propres concitoyens, vous êtes même mal placé au niveau international. Vous y allez négocier en position de faiblesse. Parce que vous violez toutes les dispositions internationales. Mais en la matière, la Chine n'est pas championne non plus en matière de droits de l'homme. Bien sûr. Mais elle est puissante. Elle est puissante. Et donc la puissance est importante. Voilà. Elle se faisait remonter les bretelles régulièrement tant qu'elle n'était pas puissante. Traité d'affamé. D'affamé, etc. D'ailleurs, aux États-Unis, on disait unlucky like a Chinaman. Ça veut dire que vous manquez de chance comme un Chinois. Plus personne ne le pense. Voilà. Donc la question économique, elle est centrale. Mais c'est une question aussi d'ambition. Mais la première ambition, c'est vraiment de vouloir le bien-être de votre propre peuple. C'est fondamentalement ça. On reproche aux Occidentaux des choses que nous faisons même avec plus de dureté à nos propres concitoyens. Ça n'a pas de logique. Voilà. Il faut que les deux aillent en même temps et qu'on puisse redéfinir un partenariat. Bon, il y a la nouvelle zone d'échange. La CECAF. Voilà. Bon, maintenant, c'est une chance, mais il y a des préalables. Comme j'ai dit, si on ne met pas en place des dispositifs pour que les entreprises africaines soient promues,
vous allez avoir, encore une fois, un Mais chaque marché pays est jaloux complètement de sa ouvert. souveraineté économique. C'est ce qui fait que la ZLECAf aussi, quelque part, il y a des problèmes. Oui, bon, mais il y a quand même du travail un peu à faire. Mais par exemple, nous avons la CEDEAO. La CEDEAO, elle est ouverte. Mais il faut qu'il y ait de véritables entreprises issues du Bénin, du Sénégal, voilà, pour qu'on ait une taille qui nous permette de faire face à de grandes entreprises qui viendraient. Parce qu'au fond, le consommateur, ce qui l'intéresse, c'est d'acheter aussi à moindre prix. Mais pour pouvoir acheter à moindre prix, il faut produire, voilà, des volumes importants. Mais si vous êtes une petite entreprise, ça devient difficile. Mais il y a des mécanismes. Les mécanismes, par exemple, au Sénégal, vous avez la commande publique, tout ce que l'État achète. L'État est le premier client, en fait, économique. Mais il faudrait qu'on oriente cette commande publique, voilà, pour soutenir les petites et moyennes entreprises qu'on va promouvoir dans le cadre de l'industrialisation dont j'ai parlé. Donc moi, je suis très optimiste. Je pense que l'Afrique a toutes les possibilités. Nous avons les ressources, nous avons les terres. 60% des terres arabes sont en Afrique. Donc c'est ici que va se jouer l'avenir de l'alimentation mondiale. On ne va pas laisser les gens venir d'autres continents, occuper nos terres et transformer nos paysans juste en ouvriers agricoles. Donc ça dépend de notre propre ambition. Et en tout cas, ce qui me rend optimiste, c'est la détermination aussi des jeunes. Parce qu'avoir une population jeune, 70% des Africains ont moins de 35 ans, c'est une valeur très très importante, à condition de les éduquer, à condition de leur offrir des perspectives. Ça également, il faut bien le savoir. Mais je reste de manière convaincue une Africaine optimiste, une Sénégalaise optimiste. Je vous remercie, Madame Aminata Touré. Merci. Merci de nous avoir reçus.